Bonjour à tous, je me présente, Jennifer Filion, je suis agronome de formation et aujourd'hui, je vais vous parler de l'évolution du climat pour les îles de la Madeleine. Alors avant de s'attarder plus précisément à nos indicateurs agroclimatiques, je voulais vous mentionner l'origine des informations qu'on présente aujourd'hui. Donc, elles nous proviennent d'Ouranos. C'est quoi Ouranos? C'est un consortium en climatologie régionale, donc qui est basé au Québec. Ouranos, pour faire leurs prévisions climatologiques, se base sur des scénarios climatiques, justement, que les climatologues québécois considèrent comme étant les plus crédibles à ce jour. Pourquoi ici je précise à ce jour? C'est en fait parce que la climatologie, c'est une science qui évolue relativement rapidement. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous présente? C'est des informations ou bien des données à l'échelle d'une région, donc les îles de la Madeleine ici. Alors, il va toujours y avoir deux scénarios. Donc, premièrement, celui du passé, soit de 1991 à 2020, et deuxièmement, celui du futur, donc de 2041 à 2070. Ce scénario, d'ailleurs, on va l'appeler communément Horizon 2050. Alors, on serait maintenant rendu à parler du premier indicateur agroclimatique, mais avant tout, j'aimerais quand même vous expliquer le fonctionnement des cartes qu'on va présenter aujourd'hui. Alors, premièrement, vers la gauche, vous avez la carte qui représente l'horizon passé, puis à droite, la carte qui représente l'horizon 2050, donc l'horizon futur. Au milieu, c'est la légende qui est donc commune aux deux cartes sur la diapositive. Si on rentre un peu plus en détail dans la carte, je ne sais pas si vous voyez en fait les espèces de tuiles, donc de couleurs différentes. Celle-ci représente, pour votre information, une superficie de 10 km par 10 km. Maintenant, au niveau de l'encadré que vous allez voir tout au long de la présentation, il représente les moyennes pour le scénario historique, les moyennes pour le scénario futur et finalement le delta, donc le delta qui représente la variation qui est anticipée. Finalement, entre parenthèses, vous avez l'incertitude qui est associée au modèle. Si maintenant on revient à notre indicateur climatique, qui en fait est la température moyenne annuelle, donc ce qu'on peut observer, c'est une augmentation des températures moyennes annuelles à l'échelle de la région, donc pour les îles de la Madeleine. Alors effectivement, si on regarde notre variation, on prévoit en fait une augmentation de 2 degrés Celsius, nous faisant passer dans l'horizon historique de 5,6 degrés Celsius à 7,6 degrés Celsius pour le futur en moyenne et évidemment toujours à l'échelle de la région. Alors passons maintenant à la variation saisonnière. Donc en fait, on vient de voir les moyennes de température sur une base annuelle. Maintenant, j'aimerais qu'on se penche plutôt sur la variation mensuelle de la température. Mais je vais quand même d'abord vous expliquer comment fonctionne le graphique. Donc, vous pouvez remarquer premièrement la ligne rouge. En fait, celle-ci représente les données pour l'horizon futur. La ligne noire, elle, représente les données pour l'horizon passé. Donc, c'est les températures qui ont été observées. Alors, la première chose ou la première observation qu'on peut faire à partir de ce tableau pour les îles de la Madeleine, c'est l'augmentation de la température, peu importe le mois de l'année. Alors, effectivement, la ligne rouge est toujours au-dessus de la ligne noire. Mais la deuxième observation qu'on peut faire, c'est que l'augmentation des températures est parfois plus importante selon le mois de l'année auquel on s'attarde. Donc oui, la température est toujours plus élevée, mais la variation de cette augmentation, elle, va dépendre du mois de l'année. La dernière chose que je veux mentionner par rapport à ce graphique, c'est ce qu'on observe dans l'encadré, donc juste ici vers la droite. En fait, celui-ci présente la moyenne annuelle de l'augmentation des températures. C'est d'ailleurs pour ça qu'on retrouve la variation de plus 2,0 degrés Celsius qui était présentée à la diapositive précédente. Si maintenant on passe aux précipitations, on peut se rendre compte que l'évolution dépend réellement des mois, au contraire de ce qu'on a observé pour la température mensuelle. Ce que je veux dire ici, c'est qu'effectivement,
Par exemple, si on se concentre d'abord sur les mois de l'hiver et du printemps, on réalise que les précipitations totales, donc ça c'est celles sous forme de pluie et de neige, vont connaître une augmentation, la ligne rouge étant au-dessus de la ligne noire. Par contre, si on se concentre sur les mois de l'été et de l'automne, on réalise maintenant que l'augmentation est moindre, donc en fait qu'on a une tendance à la stabilité. Bon, la chose qu'il faut quand même retenir de ce graphique, c'est que malgré justement cette stabilité ou cette tendance à la stabilité pour certains mois, il ressort quand même une augmentation des précipitations totales annuelles. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit dans l'encadré, où pour encore évidemment les îles de la Madeleine, on remarque une augmentation prévue de 74 mm, et ce sous forme de pluie et de neige à l'échelle de l'année. Avant de continuer maintenant avec les autres indicateurs agroclimatiques, je voulais faire une parenthèse sur les événements extrêmes. Alors pourquoi c'est pertinent de parler des événements extrêmes? C'est parce qu'ils peuvent grandement affecter l'agriculture en affectant par exemple les cultures ou les élevages. Alors effectivement, quand ce type d'événement va se produire, souvent ça vient malheureusement avec d'importantes conséquences. Sauf qu'il faut quand même apporter des nuances et faire attention parce que oui, il y a des événements extrêmes qu'on peut lier au changement climatique, mais il y en a d'autres qui ressortent plutôt de la variabilité naturelle, donc qui ne sont pas en lien direct avec l'évolution du climat. La variabilité naturelle, c'est quoi? C'est le fait que d'année en année, le volume des précipitations ou encore les températures vont varier. La deuxième nuance que j'apporte ici, c'est que les connaissances au niveau des événements extrêmes évoluent aussi relativement rapidement. Donc, nous, aujourd'hui, on vous présente ce qui est partagé comme information par Uranus. Alors, je vous disais justement qu'il y avait certaines incertitudes au niveau des événements extrêmes, mais il y a quand même des événements pour lesquels on est plus certain. Donc, par exemple, on sait qu'il va y avoir une diminution du nombre de vagues de froid extrême et aussi une augmentation des vagues de chaleur. Et ces périodes de chaleur, bien, elles vont être plus longues et encore plus chaudes. Il y a d'autres événements maintenant pour lesquels on est presque certain. Je dis presque certain parce qu'en fait, il y a quand même suffisamment d'études pour être en mesure de ressortir ou de faire ressortir des tendances qui sont claires. Alors, à ce niveau, on sait qu'il devrait y avoir plus d'événements de pluie extrêmes et elles vont être plus intenses. On sait aussi qu'il devrait y avoir plus de cellules orageuses localisées et encore une fois, elles vont être plus intenses. Maintenant, pour les événements extrêmes pour lesquels nous en savons moins, donc ça c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment d'études pour faire ressortir des tendances claires. Notamment, c'est le cas par exemple au niveau du verglas. À ce niveau-là, il faut savoir que c'est un des phénomènes qui est le plus incertain et il est aussi difficile à simuler. Mais il semblerait tout de même que le climat futur du Québec, du sud du Québec, connaîtra une diminution des épisodes ou bien en fait du nombre d'heures totales observées annuellement de verglas. Il faut faire attention parce que ça ne veut pas dire pour autant que le verglas ne se reproduira plus jamais au sud du Québec. C'est quand même les tendances que nous sommes présentement en mesure d'établir pour cet événement extrême. Si on poursuit avec les rafales de vent. Donc oui, c'est vrai qu'il y a eu des observations dans les dernières années en lien avec une certaine évolution au niveau des rafales de vent, sauf que ça semble pas y avoir pour le moment de tendance claire ou encore de lien clair avec les changements climatiques. La dernière chose, c'est au niveau de la grêle. Donc ça, c'est un sujet pour lequel on n'a pas vraiment de données en ce moment, mais il est à l'étude, donc ça serait à suivre. Ça serait le temps de revenir à nos indicateurs agroclimatiques. Donc là, on a vu un petit peu les tendances sur une base annuelle. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va se pencher d'abord sur les indicateurs liés à la saison hivernale, la saison froide, et dans un deuxième temps, on va se concentrer sur les indicateurs plutôt reliés à la saison de croissance. Alors commençons d'abord avec l'indicateur pour la température minimale en hiver. Je vais commencer par vous expliquer juste le graphique qui apparaît ici sur la diapositive. Donc, d'abord, sur l'axe des X, ce sont les années. Alors, ça représente une période d'environ 100 ans.
de 1970 jusqu'à 2070. Sur l'axe DY, ça représente l'indicateur auquel on s'intéresse. Alors, dans ce cas, bien, c'est la température minimale. Ensuite, on a la ligne en pointillé qui ça représente les observations réelles qui ont été faites chaque année. Alors, notez la variabilité qui est observée. Ensuite, vous voyez les lignes dans le graphique, soit la rouge et la bleue. En fait, si on commence avec la rouge, bien, ça représente le scénario qui est pessimiste en lien avec la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est le scénario selon lequel, oui, on va réduire les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, mais cette réduction va être sur le long terme. Ce scénario, on l'appelle le RCP 8.5. La ligne bleue, maintenant, elle, représente le scénario qui est optimiste, donc selon lequel on va réduire les émissions de gaz à effet de serre sur une échelle de temps plus court terme et toujours à l'échelle mondiale, évidemment. Alors, ce scénario, on y réfère avec le RCP 4.5. Nous, ce qu'on vous présente, c'est la médiane. Donc, c'est un scénario qui est considéré comme plausible par rapport aux émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Maintenant, en vert, ce que je vais appeler l'enveloppe que vous voyez sur le graphique, ça représente l'incertitude des modèles. Donc, en fait, c'est toutes les valeurs qui pourraient être atteintes ou observées par rapport à l'indicateur à considérer. Maintenant, si on revient à notre indicateur qui est l'évolution de la température minimale en hiver, il faut d'abord préciser que c'est les données pour le mois de février qui sont ici présentées. Si on se compare aux autres régions, c'est un peu différent, car le mois le plus froid pour les autres régions est en général le mois de janvier, mais ici, c'est vraiment le mois de février. Alors, ce qu'on remarque tout d'abord, c'est une augmentation de la moyenne des températures minimales. En d'autres termes, on va connaître moins de froid extrême. Toutefois, vous allez voir par rapport au graphique qui arrive, et vous connaissez évidemment votre climat, ce n'est pas des froids qu'on pourrait considérer comme étant extrêmes. Mais ça, évidemment, c'est lié avec le climat maritime et donc l'immense masse d'eau qui est autour des îles qui va tempérer le climat et le rend plus doux à chacune des saisons. Mais en bref, on va quand même avoir une augmentation de la moyenne des températures minimales. Donc, si on se réfère par exemple au mois de février, on voit que dans le passé, la température moyenne minimale s'élevait à moins 18,6 degrés. Avec l'augmentation prévue de 4 degrés Celsius, elle sera dans l'horizon futur à moins 14,6. Donc, c'est vraiment une augmentation des températures minimales en hiver. Si on passe maintenant au nombre de cycles de gel-dégel, alors d'abord, c'est quoi un cycle de gel-dégel? Ça correspond à une journée où on va connaître une température maximale positive, donc au-dessus de zéro, et une température minimale en dessous de zéro dans la même journée. Alors, en fait, c'est vraiment de vivre du gel et du dégel à l'intérieur de la même journée. Ce qu'on observe, si on se penche d'abord au niveau de l'année, c'est une diminution du nombre de jours où il va avoir occurrence d'un cycle gel-dégel, passant de 78 à 68, donc une variation de moins 10 jours où il y a l'occurrence d'un de ces cycles. Par contre, si on se concentre maintenant sur la période de l'hiver, c'est plutôt une augmentation de ces épisodes qu'on observe. Donc, en d'autres mots, il y a une concentration de ces événements qui se passent pendant la saison hivernale. Et ça serait relié en fait à l'augmentation des températures dont on vient de discuter. Passons maintenant à l'indicateur concernant les précipitations hivernales. Ici, simplement spécifique, les précipitations totales auxquelles on fait référence sont celles sous forme de pluie et de neige. Alors, ce qu'on observe, c'est une augmentation des précipitations totales. Donc, en réalité, on va gagner 23 mm de précipitations à l'hiver pour les îles de la Madeleine. Mais la réelle question qui peut nous venir en tête, c'est surtout sous quelle forme ces précipitations vont tomber dans le futur. C'est donc la question à laquelle nous allons tenter de répondre à l'aide de ce tableau. D'abord, vers la gauche, vous voyez les données pour le scénario passé, donc de 91 à 2020.
Vers la droite, les données pour le scénario de l'horizon 2050. Ensuite, pour chacun des scénarios, on vous présente les précipitations totales sous forme de pluie, les précipitations totales sous forme de neige et finalement le ratio des précipitations totales qui tombent sous forme de pluie. Alors évidemment, c'est la même logique à suivre pour l'horizon 2050. Une petite précision ici, donc vous aviez peut-être remarqué que la neige est présentée sous forme de millimètres et donc ça peut vous paraître peu, mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que c'est des équivalents en eau. Donc quand la neige fond, ça nous donnerait combien de millimètres? Alors, ce sur quoi je veux maintenant attirer votre attention, ce sont les totaux intermédiaires, donc la ligne juste ici. Alors d'abord, ce qui est possible de remarquer, c'est qu'il y a une augmentation prévue des précipitations sous forme de pluie. Alors effectivement, passant de 426 dans l'horizon passé à 549 mm dans l'horizon futur. Évidemment, ça se traduit par une augmentation des pourcentages, dans le fond, du ratio de précipitation totale qui tombe sous forme de pluie dans l'horizon futur, passant donc de 60% à 73%. Donc, c'est quand même une augmentation qui est notable. Par le fait même, la quantité de neige qui est prévue, elle subit plutôt une diminution, passant ici de 260 mm en équivalent d'eau toujours à 185. Si maintenant on regarde à l'échelle d'un mois en particulier, si on commence par prendre le mois de janvier, on voit que les précipitations totales sous forme de pluie s'élevaient à 22% dans le passé et elles passent à 43%. Donc c'est une augmentation de pratiquement environ le double. C'est un petit peu le même principe qu'on remarque ou la même logique là, qui est observée au niveau du mois de février. Donc, pour conclure sur ce tableau, on observe évidemment une augmentation des précipitations sous forme de pluie à l'hiver, et ça, bien, c'est encore une fois lié à l'augmentation des températures. Un autre indicateur sur lequel il est intéressant de se pencher serait le potentiel d'endurcissement, donc qui lui est lié ou est en relation avec les modifications des régimes de précipitation à l'hiver et de l'augmentation des températures. Donc, premièrement, c'est quoi ce potentiel d'endurcissement? C'est en fait quand la plante va aller relocaliser ses réserves au niveau de ses racines et c'est ce qui va lui permettre de passer l'hiver puis de résister au froid. Pour que ce processus puisse bien se faire, ce qu'il nous faut, c'est des journées où la température est fraîche. Finalement, pour mesurer ce potentiel d'endurcissement, on va utiliser des degrés froids, ce qui est en fait l'accumulation des degrés jour base 0, donc quand la température est entre 0 et 5 degrés Celsius. Finalement, on va considérer qu'une plante est suffisamment endurcie quand elle va atteindre 100 degrés froids. Maintenant, ce qu'on remarque ici pour la région des îles de la Madeleine, c'est qu'effectivement, selon les moyennes pour l'horizon passé et celle pour l'horizon futur, bien, il ne devrait pas y avoir là, de gros impacts au niveau du potentiel d'endurcissement. Un peu de la même façon, d'ailleurs, l'évolution des conditions hivernales ne devrait pas entraîner davantage de pertes d'endurcissement pour les îles de la Madeleine toujours. Donc, et voilà, on aurait déjà passé à travers chacun des indicateurs liés à la saison hivernale. Donc ici, je voulais vous faire un petit résumé de l'état de la situation par rapport à ce qu'on a vu. Donc, on se rappelle, on prévoit une augmentation des températures pendant l'hiver, donc un peu moins de grosses températures froides. Ensuite, on a vu une modification des régimes de précipitation. Donc, on se rappelle plus de pluie pour moins de neige. Mais à l'échelle annuelle, ça donne quand même au global une augmentation des précipitations totales. Bon, ces indicateurs-là ont pu avoir des impacts sur les plantes, par exemple quand on parlait du potentiel d'endurcissement ou de la perte d'endurcissement, mais on voit qu'aux îles de la Madeleine, pas vraiment d'impact à prévoir. On va maintenant pouvoir poursuivre avec nos indicateurs sur la saison de croissance. Alors, quoi de mieux pour commencer les indicateurs climatiques sur la saison de croissance que la date du début de cette saison, justement? Alors, à titre informatif, on considère que la saison de croissance peut débuter quand on a atteint 5 jours consécutifs avec une température moyenne de plus de 5,5 degrés Celsius.
Pour déterminer cette date, d'ailleurs, on se base sur l'échelle des jours juliens. Alors, c'est quoi les jours juliens? C'est en fait un système de datation qui va nous servir à compter le nombre de jours qui se sont écoulés dans l'année à partir du 1er janvier. Je vais en profiter pour faire la parenthèse tout de suite, mais lorsqu'on va aborder les termes du dernier gel printanier, du premier gel à l'automne ainsi que de la date de fin de la saison de croissance, bien en fait on utilise encore comme référence les jours juliens. Mais si on revient maintenant à notre indicateur de la date du début de la saison de croissance, donc pour les îles, on réalise qu'on va passer d'en moyenne au 12 mai à en moyenne au 30 avril dans l'horizon futur. Donc, un devancement qui représente 12 jours à l'échelle de la région. Pour le dernier gel printanier, donc toujours comme je le mentionnais avec comme référence les jours juliens, on réalise que pour les îles de la Madeleine, un peu comme pour la date du début de la saison de croissance, la date du dernier gel printanier va être devancée, donc d'en moyenne 11 jours, passant ainsi du 20 avril au 9 avril, encore une fois à l'échelle de la région. Au niveau maintenant du synchronisme entre saison de croissance et gel, peut-être que certains d'entre vous ont remarqué une différence au niveau de l'évolution de la date du début de la saison de croissance et de celle de l'occurrence du dernier gel printanier. Donc, ce qu'on peut observer, en gros, c'est un devancement de la date du début de la saison de croissance et aussi un devancement de la date de l'occurrence du dernier gel printanier. Donc, pour un 12 et 11 jours respectivement. C'est donc possible, en fait, qu'on observe en moyenne moins de gel tardif au printemps, mais dû à la variabilité, bien, le phénomène pourrait quand même encore être observé certaines années. Si on regarde maintenant ce qui se passe plutôt à l'automne, on peut observer les mêmes tendances, donc ce qui veut dire un retardement de la date de l'occurrence du premier gel à l'automne, ainsi qu'un retardement de la date de fin de la saison de croissance. Donc, question de synthétiser le tout. Le message qui est important ici à retenir, c'est que chacun des indicateurs sont en quelque sorte synchronisés dans leur modification. Donc, en fait, le devancement du début de la saison de croissance, le retardement de la fin de la saison de croissance et aussi un allongement de la période sans gel. Ici, je voulais mettre en évidence la valeur justement de cet allongement de la saison de croissance. Donc, question de chiffrer. Aux îles de la Madeleine, on va gagner en moyenne 25 jours supplémentaires à notre saison de croissance. Donc, passant de 187 jours en moyenne à 212 jours. Alors oui, la saison de croissance va allonger, mais est-ce qu'on va vraiment pouvoir profiter des jours supplémentaires qu'on va avoir gagnés? Par exemple, en étant capable d'aller semer plus tôt. Donc, l'indicateur que je présente ici, qui est les précipitations printanières, bien, ça fait partie des indicateurs qui sont pertinents pour tenter de répondre à la question. Donc, ce qu'on observe sur les 3 mois qui sont présentés, soit les mois de mars, avril et mai, c'est une augmentation d'en moyenne 27 mm au niveau des précipitations au printemps, passant ainsi de 244 mm à 271 mm dans le climat futur en moyenne pour la région. Mais si toutefois on se rappelle du graphique en début de présentation sur l'évolution des précipitations totales mensuelles, on avait vu que les précipitations étaient relativement bien réparties entre les 3 mois du printemps. Donc en fait, il ne devrait pas y avoir de concentration majeure des précipitations là, au niveau ou lors des semis. Mais je tiens quand même là, à vous rappeler l'importance de vérifier notre variabilité. Donc, on voit que dans le passé, il y a eu des années où les précipitations printanières étaient assez élevées, donc des printemps pluvieux, et d'autres où c'était relativement sec. Donc, étant donné que cette variabilité continue, on devrait effectivement, dans le futur, pour certaines années, être en mesure de profiter de l'allongement de cette saison de croissance. Au niveau maintenant des degrés jour, ce qu'on peut observer, c'est une augmentation quand même importante pour les îles de la Madeleine, étant donné qu'on prévoit une augmentation de 395 degrés jour, nous faisant passer de 1498 degrés jour en moyenne à 1893 degrés jour en moyenne dans le climat futur.
À titre informatif, les degrés jour base 5, bien, c'est en fait l'addition de toutes les températures de plus de 5 degrés sur toute l'année. Alors ici, je présente l'indicateur qui s'intéresse au nombre de jours avec une température de nuit supérieure à 20 degrés Celsius. Alors ce qu'on réalise pour les îles de la Madeleine, c'est qu'on prévoit une augmentation de 6 jours, donc une variation de 6 jours, passant ici de 0 jours dans l'horizon passé à 6 jours en moyenne dans l'horizon futur. Maintenant, pourquoi je voulais qu'on regarde cet indicateur? En fait, c'est parce qu'avec l'augmentation des températures, donc lorsqu'il fait chaud le jour, mais que la nuit, la température diminue, c'est beaucoup plus supportable pour les animaux et pour les cultures. Mais au contraire, s'il fait chaud le jour et que la température de nuit en plus reste élevée, bien à ce moment-là, ça devient beaucoup plus difficile au niveau de l'adaptation. Donc, d'où la pertinence de s'attarder à cet indicateur. Si on revient maintenant à nos variations saisonnières, je crois qu'on l'a bien mis en évidence, les températures vont augmenter et d'ailleurs, bien, elles augmentent aussi l'été. Alors, c'est ce que j'ai mis en évidence avec le cercle qui est apposé sur le graphique. D'ailleurs, dans l'encadré à droite, on est capable de voir l'historique des températures moyennes en été, qui était de 16,2 degrés Celsius, avec une variation attendue de plus 2,1 degrés Celsius, pour finalement atteindre dans l'horizon futur une température moyenne en été de 18,3 degrés Celsius. Donc, il va effectivement le faire un peu plus chaud pendant les étés. Maintenant, si on se penche sur les précipitations, donc toujours spécifiquement pour la saison d'été, ce qu'on peut réaliser, c'est que l'évolution ici est moindre. Donc, c'est justement là, ce qu'on voit dans l'encadré, toujours présenté vers la droite du graphique. Donc, moindre, je dis, mais en fait, c'est vraiment tendance à stabilité. Donc, pour un 0 mm de variation dans l'horizon futur. Alors, c'est justement ce qu'on voit avec le bilan hydrique. Alors d'abord, un petit rappel concernant le bilan hydrique. En fait, ça représente le total des précipitations mensuelles moins l'évapotranspiration des plantes. Et ici, la référence utilisée est la prairie rase. Mais si on revient à notre graphique concernant le déficit hydrique, vous avez d'abord en vert l'horizon passé et en orange l'horizon futur. Mais donc, ce qu'on est capable de retirer du graphique, c'est qu'il y a actuellement un faible déficit hydrique qui va, oui, s'accentuer dans l'horizon futur, mais demeurer tout de même léger. Une autre information qui est quand même pertinente à partager, c'est l'évolution des périodes sans pluie. Alors, en fait, en plus de la diminution des précipitations en été, on va avoir aussi une modification de la répartition de ces précipitations. Donc, c'est ce qu'on voit justement avec les périodes sans pluie, les périodes de sécheresse. Donc, pour votre information, ce qu'on considère comme une période sans pluie, c'est une période où les précipitations cumulées sont inférieures à 3 mm. Ça, c'est inférieur à la rosée. Si on regarde maintenant notre tableau, on voit que le nombre de périodes de plus de 5 jours où il ne pleut pas va augmenter à raison de une période dans le futur. Ce qu'il faut ajouter à ça, c'est que la durée de ces épisodes de sécheresse va augmenter. Donc, en résumé, on va avoir plus de périodes et ces périodes vont aussi être plus longues pour en faire un nombre de jours cumulés supérieur de 10 pour l'horizon 2050. Alors, pour finir la boucle, on va revenir à l'automne et s'attarder maintenant à l'indicateur des précipitations automnales. Alors, ce qu'on est capable d'observer, c'est que de façon générale, bien, ça reste assez constant pour la région, mais j'attire quand même encore votre attention sur l'incertitude qui est dans l'enveloppe verte. Donc, ce qu'on voit, c'est que la variabilité devrait continuer et que les précipitations automnales pourraient certaines années être assez élevées, tandis que d'autres
où on connaîtrait plutôt des automnes relativement secs. Concernant maintenant le premier gel automnal, donc je voulais simplement le remettre la date en évidence ici. Alors en fait, pour la région des îles, en moyenne, on se situait autour du 15 novembre et dans l'horizon futur, on se retrouverait plutôt en moyenne autour du 28 novembre. Donc pour un retardement en fait de la période sans gel équivalent à 13 jours, pardonnez-moi. Ici, de la même façon que pour le premier gel automnal, bien la date de fin de la saison de croissance est elle aussi retardée dans le futur, passant d'en moyenne au 14 novembre à en moyenne au 27 novembre, donc un retardement de 13 jours. Donc, et voilà, on arrive déjà à la fin de la présentation. Donc, j'aimerais bien en profiter un peu comme j'ai fait pour les indicateurs liés à la saison hivernale pour vous faire un résumé des informations, mais au niveau des indicateurs de la saison de croissance. Donc, en bref, on a vu une augmentation de la température qui va permettre un allongement de la saison de croissance ainsi qu'un allongement de la saison sans gel, mais aussi une augmentation au niveau des degrés jour. Il faut quand même faire attention parce que cette augmentation des températures là, à l'échelle annuelle peut venir aussi là, jouer possiblement sur les températures plus élevées. Maintenant, du côté des précipitations, on a vu qu'il n'allait pas avoir de hausse ni à l'été ni à l'automne, donc ce qui pouvait se traduire là, justement avec le déficit hydrique en légère augmentation pour les îles de la Madeleine. Et finalement, on a aussi vu une augmentation justement des périodes de sécheresse ou plutôt du nombre de jours sans pluie cumulée. Donc sur ce, un grand merci pour votre attention et votre écoute de la présentation aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Merci et bonne journée.